Et bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Fifou. Je suis Grégoire, accompagné de William et Fabien. Salut. Salut. Bienvenue à tous. Ce second épisode est le premier, car nous avons décidé de vous embrouiller dès le début. En effet, l'épisode précédent était notre épisode 0, notre épisode pilote, comme on l'a répété plusieurs fois. Il était un peu long, il était en 2 parties, mais bon, c'était notre galop d'essai. Cet épisode aujourd'hui est donc le premier, l'officiel. Il devrait être plus court que le précédent, en tout cas, on l'espère. Le principe de notre émission Fifou est de parler de tout et n'importe quoi, de sujets divers et variés, de croiser nos expériences depuis 3 coins du monde. Je suis avec Fabien, qui habite à San José, Californie. qui est exceptionnellement en France aujourd'hui à mes côtés. William, qui est lui en direct de Hong Kong, et moi-même Grégoire, qui vit à Paris. On va commencer avec le premier sujet, suite à un article paru sur BFM Business mi-mars. L'article s'appelle « Hyperloop, 700 km en 36 minutes pour 27 €. Alors, je résume l'article rapidement. Ce projet, c'est une liaison entre San Francisco et Los Angeles, donc en 36 minutes. Le projet est porté par Elon Musk, enfin c'est lui qui a lancé tout ça. On pourra reparler après d'Elon Musk éventuellement. Ce qui est impressionnant, c'est que parallèlement à ce projet, il y a un projet de TGV les travaux ont déjà commencé, qui relie donc San Francisco à Los Angeles en 2h40. Là, c'est pour 36 minutes. Le coût de ces travaux de TGV est de 70 milliards, alors que là, en 9 milliards, c'est réglé, d'où les prix possibles. Et pour finir, dans l'article, il parle du futur proche et concret, c'est-à-dire qu'en Europe, dès 2020, un projet similaire devrait voir le jour. Le président de la Slovaquie s'est exprimé, donc c'est du concret, pour relier Bratislava à Vienne, puis Budapest, le tout en 18 minutes au lieu de 3 heures. Voilà. Fabien, Oui. je voulais t'interroger sur ça. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te parle à San Francisco, toi qui vis là-bas? Ouais. Les déplacements, est-ce que tu en as entendu parler ou pas? Et voilà, où est-ce que tu en es? C'est définitivement quelque chose de très attendu en fait. Donc pour ceux qui ne situent pas San José, c'est à 45 minutes ou 50 minutes de San Francisco, puisque c'est vraiment dans le cœur de la baie de San Francisco. Et déjà rien que là, on a effectivement, pour se rendre à San Francisco, c'est 45 minutes de train. Donc il y a un service de train qui s'appelle Caltrain qui permet de faire cette connexion-là. Là, on parle d'une autre distance, puisqu'on parle évidemment entre San Francisco et Los Angeles. Donc là, en voiture, on parle plus de 6 à 8 heures de trajet. Donc en plus donc c'est pas des trajets qui sont très faciles en plus, puisque c'est un secteur qui est assez vallonné, le secteur, la route entre ces deux villes là. Et en fait l'un des éléments majeurs que j'aimerais mentionner, c'est que si on est capable de connecter ces deux villes en 36 minutes, il va y avoir un impact direct sur le problème de logement finalement à San Francisco, Los Angeles. Tu sais bien, enfin je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est un problème majeur à San Francisco pour se loger, c'est terrible. Je ne sais pas si certains de nos auditeurs... C'est la pire, hein? Oui, c'est la pire. Alors, il l'appelle donc le Londres des États-Unis, d'une part parce qu'effectivement les logements sont extrêmement chers à la base,
Et d'autre part, ensuite, c'est un prix qui est artificiellement maintenu très très fort, très haut. Pourquoi? C'est parce qu'il y a beaucoup de place. Si vous êtes allé à San Francisco dans votre vie et que vous avez un petit peu, vous êtes promené dans les rues de San Francisco, vous allez voir qu'il y a beaucoup de logements, beaucoup de bâtiments, vieux bâtiments délabrés, où on pourrait construire des skyscrapers, donc vraiment des tours de logements, etc. La ville de San Francisco refuse catégoriquement de construire ce type de logement-là, parce qu'il ne veut pas dénaturer le paysage urbain. Donc ça, bon, ça se discute. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on a des situations absurdes dans lesquelles des personnes actives qui ont fini leurs études, etc., qui ont entre 25 à 35 ans, habitent à 5 dans le même logement, en colocation, en mode vraiment étudiant. J'ai vu même des couples vivre ensemble, des gens, j'ai croisé dans mon travail, des gens qui ont 40-45 ans qui vivent en colocation. Mon coloc, d'ailleurs je vis en coloc et je suis à San José, et San José a la même dynamique, c'est un peu moins cher évidemment parce qu'on n'est pas à San Francisco, mais c'est quand même très cher. Et c'est pareil, il a une quarantaine d'années et on vit à 2 dans un appart. Donc voilà, cette dynamique-là aujourd'hui, elle génère beaucoup de frustration pour les gens qui habitent dans la baie. Et c'est d'ailleurs un des motifs de départ de la Silicon Valley. Les gens reviennent, restent 1-2 ans sur le territoire, et puis repartent dans un autre état parce qu'effectivement, c'est plus abordable. Alors aujourd'hui, avec ce changement de dynamique-là, un autre élément, c'est qu'il y a une grande différence entre NorCal et SoCal. Donc, le nord de la Californie et le sud de la Californie. Donc le nord de la Californie, c'est donc la Silicon Valley et the Bay Area. Et dans le sud de la Californie, on a évidemment Los Angeles et San Diego, qui sont les 2 autres villes majeures du sud de la Californie, qui sont un peu moins touchées par ce problème de logement, même si ça reste cher. Alors c'est bien parce que donc ça va commencer par la Californie, donc c'est bien d'en parler. Oui. C'est les premiers concernés. Mais alors je viens à Hong Kong, je crois que Hong Kong est la ville, il y a pas pire. En termes de logement, je crois qu'il n'y a pas pire. Je crois que même la Californie, c'est pas pire que ce qui se passe à Hong Kong. En effet, sauf que les distances sont différentes aussi. C'est-à-dire que là, Les distances sont différentes, mais les raisons sont différentes. C'est-à-dire que Ouais. l'espace sur le territoire est très faible à Hong Kong, Ouais. qui est une île, et donc cet aspect insulaire fait que les prix explosent. Mais alors, c'est un phénomène, donc on disait à Hong Kong, en Californie, mais on le retrouve un peu partout au final. C'est-à-dire que les gens désertent les campagnes. Je vois, j'ai une petite ville, Cambrai, qui se désertifie, les gens quittent parce qu'il n'y a pas beaucoup de boulot. Tout le monde se retrouve à Paris, tout le monde va dans les grandes agglomérations, et du coup les prix explosent, et tu te retrouves soit à bosser dans une grande ville, mais tu n'arrives pas à te loger, soit tu te retrouves en campagne, en province, où tu peux te loger, mais tu n'as pas de boulot. Et je crois que donc c'est une grande promesse, c'est une grande promesse que de pouvoir accélérer les transports comme ça. Ouais. Je trouve ça dingue que ce soit une société privée qui le fasse et qu'il n'y ait pas eu auparavant des sociétés publiques. C'était la promesse du TGV, mais on a bien vu qu'ils ont fait ça avec des prix extraordinaires. Et là, on nous promet des prix raisonnables. C'est surtout ça que je retiens. Je me pose la question de l'efficacité parce que si c'était quelque chose pour les riches, ça serait cher et ça transporterait c'est 40 personnes maximum sur une navette. Oui. Donc je me dis, ça serait cohérent, mais là, ils veulent faire ça à des prix très raisonnables. Donc je me pose la question de la capacité de transport. Quand tu dois transporter des milliers de personnes, 40 à la fois, c'est peut-être pas très pratique. Mais si ils arrivent finalement à le faire, et à faire ça de façon très rapide, à transporter de larges quantités de personnes, alors ça sera extraordinaire et ça réglera un problème majeur dans le monde. Oui, Greg. Ouais, je disais juste que tu parlais du TGV, William. Moi, mon expérience, c'est qu'effectivement, je vis à Paris et lorsque je rentre dans ma famille en Alsace, c'est 500 km. Le Paris-Strasbourg, alors tu as les offres Prums, TGV, si tu arrives à le prendre en avance, et puis surtout si tu voyages le mardi entre 3h et 4h du matin, là tu as les tarifs intéressants. Mais pour les gens qui bossent et qui veulent le train le vendredi soir et le dimanche soir, ça peut monter jusqu'à 130 euros. La moyenne, c'est 90-110 euros. Oui, c'est de la folie. Pour 500 km et par personne. Nous, on est 2, 3. Ouais, c'est vrai. Alors, pour les enfants, ça, mais bon, tu multiplies par 2. Voilà, ça fait quand même cher le week-end.
Mais bon, après, aujourd'hui c'est 2h20, dans quelques mois ce sera 1h50. C'est sûr que le TGV c'est quand même pas mal, mais je pense que le TGV on le voit partout, et c'est pas la plus chère, hein, la ligne Paris-Strasbourg, mais on le voit partout, le TGV a quand même fait exploser les prix. Donc l'intérêt, c'est de voir un petit peu cet impact, non seulement entre les différentes agglomérations qui ont ces problèmes-là de logement, parce que là, connecter Los Angeles à San Francisco, ça va être un vecteur d'opportunités business énorme, puisque maintenant, évidemment, on se rend en 36 minutes. Là, on peut le faire en ce moment en 40 minutes en avion. Hein. Donc, Ok. le vol, c'est 40-45 minutes. Par contre, on parle de prix de billets d'avion qui peuvent aller entre $200 et 350, 400, tout dépend des périodes. Mhm. Donc évidemment, 27 euros, donc $30, là, il va y avoir un impact fondamental aussi sur le transport aérien. Mhm. Donc ça va être quelque chose à suivre. Et il va peut-être être supprimé cette semaine ou la semaine dernière, je crois que c'est cette semaine. La dernière ligne Paris-Strasbourg en avion a été supprimée. Voilà. Donc du coup, le TGV va à mon avis encore augmenter. Oui, Par effectivement. contre, est-ce que vous avez compris comment est-ce qu'ils vont réussir à transporter des dizaines de milliers de personnes par jour? Parce que c'est le point que j'ai pas compris. J'ai regardé dans tous les articles, il n'y a personne qui a même posé pour les interviews, qui a posé cette question. Le plus gros des transports, c'est 40 personnes. Comment est-ce qu'ils vont faire, sachant que c'est un tube qui est sous vide, entre Mis sous guillemets. pression, ouais. Ouais. Comment est-ce que tu... donc c'est une navette à la fois, quoi, hein, grosso modo, si tu veux pas avoir d'accident. Comment, avec ça, est-ce que tu fais pour transporter c'est très bien pour les petites quantités, mais pour des masses, c'est les gens qui vont au travail, c'est surtout ça qui nous intéresse. Comment tu fais? Ouais, effectivement, je me suis posé la même question en lisant les articles. Maintenant, est-ce que c'est une navette à la fois? Est-ce que quand ils construisent le tube, ils en font 3, 4 aller-retour? Je sais pas. Mais effectivement, c'est un des aspects qu'il va falloir creuser. C'est de 28 à 40 personnes. Après, si c'est 40 personnes toutes les 36 minutes, c'est sûr que c'est un peu léger. Je Et suis il d'accord. faudra voir l'aspect santé-sécurité aussi derrière, évidemment, à voir. C'est quand même assez. Quand on regarde la vitesse à laquelle cette navette va aller, ce qui est 1120 km/h, voilà, il y a aussi peut-être cet élément-là à regarder Mm. en Alors, termes on d'infrastructure. atteindra quasiment jamais, j'ai vu dans une interview, ils disent qu'ils atteindront quasiment jamais cette vitesse, c'est une vitesse théorique, sachant que c'est Ok. en ligne droite, que tu peux jamais vraiment aller en ligne droite, donc quand tu tournes, tu dois ralentir un peu, etc. Bon. Enfin bref, en tout cas, c'est un sujet à suivre Mais définitivement. c'est quelque chose, je crois que c'est un de ces grands thèmes, comme l'énergie à fusion qui permettrait le graphène. C'est six grands sujets qui permettraient de sauver le monde, entre guillemets, c'est-à-dire l'énergie, on en a besoin. On voit bien que si on n'a pas la fusion, on va polluer la planète comme des dingues et ça va mal se terminer. Si on n'a pas le graphène, on va épuiser nos ressources naturelles sur le côté. Et le transport, bah, il faut bien que les gens se logent. Donc c'est un de ces grands sujets, je crois que c'est une de ces grandes solutions dont on a besoin. Absolument. Vraiment. Non, c'est un bon point. Alors, je propose d'introduire le prochain sujet qui est les imprimantes pour livres. C'est-à-dire que de nouvelles bibliothèques font leur apparition, Librairie. de librairies. Pardon. Il n'y a plus de livres physiques dedans. Vous venez avec votre fichier ou vous achetez le fichier à la librairie et ils vous l'impriment sur le coup et vous le prenez avec vous. Alors, j'ai trouvé ça assez dingue parce que j'utilise à la maison un Kindle. J'aime bien parce que je cherche des livres, des livres par exemple de Warhammer, un jeu qui a toute une histoire. J'adore ces livres-là, c'est très dur à trouver. Donc acheter sur internet, c'est beaucoup plus simple, c'est moins cher. Mais j'aime pas le lire sur Kindle, malgré le fait que l'écran n'est pas rétroéclairé et que c'est mieux qu'un iPad par exemple. Pour autant, j'aime bien avoir le bouquin. J'aime bien avoir le papier, j'aime bien l'avoir dans mes étagères après, même une fois que j'ai terminé de le lire. Ça me gêne un peu de les acheter en format électronique. Là, c'est quelque chose qui me conviendrait vraiment. Et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire.
J'ai conscience que c'est, pour l'économie, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Parce qu'il y a des gens, l'industrie de livres se casse la gueule. Et ce qui fait que ça marche encore, c'est que les gens comme moi veulent avoir le livre sur leur étagère. Donc on est prêt à payer des fois jusqu'à 30 € pour acheter la version papier. Et que là, on va acheter le fichier, voire on va pas payer le fichier parce que les fichiers digitaux, ça se pirate facilement et on va l'imprimer. Et donc ça fait qu'on va complètement abandonner l'achat de livres à 30 €. J'ai conscience que pour l'économie, c'est pas terrible, mais c'est un service que je souhaite vraiment adopter. Alors, si on rappelle aussi, un très bon point sur l'impact en fait que ça peut avoir sur effectivement l'industrie du livre. Maintenant, si on rappelle un petit peu le procédé finalement et l'article en lui-même, c'est-à-dire qu'un petit peu l'histoire de cette librairie. Hein, donc, est-ce que tu veux en parler un petit peu, Grégoire? Oui, effectivement, William, dans l'article que tu nous as envoyé, c'est un article qui est paru sur France Bleu qui parle d'une librairie à Paris. Ça fait 17 ans que les presses universitaires de France n'avaient plus de librairie à Paris, qui est célèbre pour la collection que sais-je. L'avantage de ça, c'est qu'effectivement, tu peux rentrer dans la librairie, choisir. Alors, il parle du fait que tu choisis sur iPad, justement, le livre que tu veux après avoir en format papier. Et quelques minutes plus tard, alors selon la demande, hein, mais quelques minutes plus tard, 3-4 minutes plus tard, je crois, tu as le livre qui est dans tes mains. Ouais, je crois que ça va de 3 minutes à 7 minutes, quelque chose comme ça, selon un tel livre. Donc, le truc, c'est que cette machine coûte 80 000 euros. Les prix baisseront. Les prix baisseront, évidemment, mais bon, on reste quand même sur un produit qui ne peut pas être accessible au grand public en tant qu'utilisateur direct. Ou petite librairie du coin. Voilà, c'est ça, c'est du coup, ou petite librairie du coin. Du coup, tu parlais justement de cette initiative de coopérative, c'est-à-dire qu'une librairie, ou enfin plusieurs librairies vont se réunir ensemble, investir dans cette machine-là, et après proposer ce service-là à leurs clients. Et ça, je trouve ça très intéressant, d'une part parce que ça va solidifier un petit peu justement le réseau de petites librairies qui ferment une à une. Là, on peut vous en parler parce que nous sommes actuellement à Mer, dans le Loir-et-Cher, donc une petite commune française où justement ces petits commerces de proximité, notamment les librairies ferment. Il y avait 2 librairies, il y en a une qui a fermé par ailleurs. Okay. Pour te dire. Ouais. Donc ça va solidifier un petit peu ce marché-là, donc ça c'est assez intéressant. Et c'est pour ça que ce que tu disais, peut-être William, l'effet pervers dont tu mentionnais, qu'on peut pirater les fichiers, que l'on peut faire ça chez soi. Bon, peut-être qu'on est un peu loin aujourd'hui de cette réalité-là, parce que pour l'instant, la machine vaut relativement cher, et donc ça a plutôt... Je trouve que c'est quand même une bonne chose de mon point de vue. Il y a un aspect dont il parle qui est très positif, qui est beaucoup de bouquins ne sont pas en librairie parce qu'ils ne sont pas rentables, et donc tu les trouves pas, et là tu vas pouvoir avoir n'importe quel bouquin, tu vas pouvoir vendre n'importe quel bouquin. Ça c'est énorme, effectivement, il disait que pour pouvoir sortir un livre, pour pouvoir éditer un livre, il faut en faire 200 copies, là il t'en faut une. Et ça, c'est énorme. Effectivement, il y avait des gens dans l'article qui disaient, ou dans un autre article sur le même sujet, une dame avait cherché un livre désespérément, et puis là, comme il était plus réédité, là, elle a pu le faire imprimer, et c'est un très très bon point. Et pensez aussi à tous les écrivains en herbe, par exemple, hein, ceux qui n'ont peut-être pas l'argent ou l'opportunité de pouvoir se faire publier. Bon, là aussi, c'est peut-être une opportunité, une nouvelle opportunité en fait, pour avoir de nouveaux ouvrages. Et c'est vrai, l'espace sur les étagères, ça c'est quelque chose de dingue. J'ai eu l'occasion, moi, pour un projet personnel, d'essayer de démarcher des chaînes de magasins, ici c'est Watson par exemple, voir un peu. Et en fait, on te fait très vite comprendre que l'espace sur les étagères est méga cher. C'est quasiment impossible en fait d'avoir cet espace sur les étagères. Si tu fais ça de façon virtuelle, eh bien il n'y a pas d'espace, l'espace est illimité. Il n'y a pas de limite. Donc les revendeurs vont pas te refuser juste parce qu'en fait ils n'ont pas, il y a trop de demandes pour de l'espace sur les étagères. Là, ils vont pouvoir proposer tout le monde. Donc il y avait aussi un élément qui est intéressant, c'est il y avait cette politique de prix unique, en tout cas pour la librairie, pour les que sais-je, chaque livre sera au même prix. Donc ça c'est intéressant aussi à mentionner. Mais ça, tu peux le faire sur une collection, mais tu peux pas le faire dans la mesure où il y a des droits d'auteur. Voilà.
Ça aussi, et je pense qu'il y aura une question à se poser sur cette fameuse question des droits d'auteur et voilà, les maisons d'édition, Est-ce que tu as le droit? comment ça va fonctionner. Surtout, la grosse question, c'est est-ce que tu as le droit de venir avec ton propre fichier, le faire imprimer? Tu payes pour le papier et pour le service de la machine, mais c'est toi qui ramènes ton propre fichier. Parce que ça, c'est la porte ouverte au piratage. Ah, c'est sûr. Après, c'est la limite de dire attends, je viens avec mon fichier, mais parce que c'est le livre que j'ai écrit moi-même. Ou est-ce que c'est tu me le vends, tu me vends aussi le Voilà. fichier, dans ce cas-là, tu garantis. Ouais, je pense qu'il va y avoir cette façon, c'est un peu comme on peut le voir dans les imprimantes 3D aussi, ces signatures propriétaires de fichiers, Ouais. tu sais, des formats propriétaires. Je sais que tu voulais connecter un petit peu ce sujet-là avec le sujet d'impression 3D. C'est ce qu'on a recherché dans notre boîte. On a cherché à faire ça, mais alors le seul moyen de réellement le faire, c'est le seul moyen, c'est de vendre la machine. Mhm. Si tu vends pas la machine, c'est même pas la peine d'y penser. Tu veux dire de protéger de manière propriétaire les... De protéger les fichiers, ça se crée tellement rapidement et ça se retrouve sur Internet tellement rapidement. Ouais. Je peux te dire que ceux qui ont les problèmes actuellement, ce sont les constructeurs de voitures qui se retrouvent, il y a des fuites chez eux, ils se retrouvent avec les fichiers en ligne, ils nous imposent des mesures de sécurité drastiques chez nous parce que en fait ils ont peur des fuites. Une voiture n'est pas encore sortie, pas encore annoncée, et que les fichiers se retrouvent déjà en ligne, et tout le monde imprime déjà des modèles de leur voiture. Les voitures, alors tu parles de voitures de modèle réduit, hein. Non, ouais, je te parle de modèle, l'impression, c'est un modèle réduit, mais c'est les fichiers des voitures originales. Ok. C'est arrivé. Ok. C'est arrivé et je peux te dire Ok. que c'est la panique quand ça arrive parce que Mhm. tout le monde cherche d'où ça vient. Mhm. Et t'as beau l'avoir crypté, c'est pour ça, là on parle de cryptage en ce moment, c'est un grand sujet en ce moment, mais il n'y a pas de cryptage qui tienne, vraiment. Ok. Dans la mesure où tu as besoin de communiquer des clés, tu sais, si tu dois le communiquer à un mec, tu dois communiquer une clé à un mec, ça ira. Mais si c'est pour du business, tu as besoin que ce soit utilisable, il faut que plusieurs personnes aient la clé, il faut que tu puisses y avoir accès facilement, c'est difficile de protéger ça. Encore une fois, hein, ces nouveaux procédés-là, pensez à ces technologies réellement, comment dire, qui font réellement bouger les marchés, comme Uber pour tout ce qui est taxi. Voilà, ce sont ces technologies-là aujourd'hui qui poussent les limites du droit, qui poussent les limites de la cryptographie, par exemple, dans ce cas-là. Donc, c'est vraiment intéressant de suivre ces sujets-là, qui sont un petit peu à la limite de ce qu'aujourd'hui le marché propose. Donc il va y avoir des effets de bord en fait sur beaucoup de sujets. Voilà, donc le prochain sujet dont on va parler, c'est un produit qui est proposé par Amazon Web Services et qui s'appelle Amazon Lumberyard. Donc qu'est-ce que c'est que cette solution? C'est une solution logicielle as a service, donc sur le web, qui est un moteur en fait de création de jeux vidéo, donc un moteur graphique AAA. Donc c'est un moteur qui permet d'avoir des résultats de jeux vidéo très similaires à d'autres produits que l'on peut trouver actuellement, le moteur Unity par exemple, ou Crytek, ou d'autres moteurs actuellement utilisés pour produire des jeux vidéo à très très haut volume et à très fort potentiel sur le marché, donc les fameuses licences AAA que l'on appelle. Donc qu'est-ce que c'est que pourquoi on en parle ici sur Fifou? Parce que effectivement ce procédé-là est assez intéressant. Déjà, on n'attendait pas Amazon sur ce sujet-là, hein. Clairement, Amazon propose une myriade de services via en fait sa plateforme AWS, pardon. Et là, ça va être donc intégré avec l'ensemble des services déjà existants. Et au-delà de ça, ce qui est intéressant, en fait, ce qu'ils ont proposé, je trouve, de très différent, c'est que, comme vous le savez peut-être déjà, Amazon a racheté Twitch donc en août-septembre 2014. Qu'est-ce que c'est que Twitch? Twitch, c'est donc un service en ligne de streaming de contenu. Donc, c'est-à-dire que vous êtes capable de partager ce que vous faites sur votre PC et de le partager en mode live à une audience. Donc vous créez votre chaîne Twitch et
et vous êtes capable de partager ce contenu-là. Donc qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus ? Donc on peut partager par exemple un gameplay, donc on peut jouer à un jeu vidéo et partager en live ce jeu vidéo-là. On peut aller partager par exemple juste un contenu vidéo, donc une caméra. J'ai vu des gens qui partageaient par exemple, ils peignaient un tableau ou autre, ils partageaient aussi. Et donc l'idée c'est que les gens peuvent réagir en temps réel, c'est-à-dire il y a un chat intégré et donc ils peuvent clairement interagir avec l'auteur, le créateur, celui qui partage. Donc ça c'est le point. Et donc l'intégration entre Twitch et Lumberyard, c'est cette idée que aujourd'hui les développeurs vont pouvoir en temps réel partager leur travail. Donc ils vont créer le jeu, ils vont modéliser les éléments du gameplay, les éléments du graphique, et les utilisateurs finaux seront capables de voir en temps réel ce que fait le développeur et interagir et finalement faire partie du développement du jeu dès la genèse en fait, du projet. Donc ça c'est un point que je voulais discuter avec vous, puisque nous travaillons tous les trois de près ou de loin dans des domaines de technologie de l'information, et donc je voulais avoir votre avis sur est-ce que c'est bien finalement d'intégrer dès le départ, dès la conception d'un contenu vidéoludique ou même d'un contenu en fait tout simplement technique, l'avis je dirais des utilisateurs finaux qui vont eux profiter du produit final, en l'occurrence là d'un jeu vidéo. Alors, j'aimerais dire deux choses. La première chose, j'aimerais expliquer un peu pour Twitch que Twitch, c'est pas seulement un hobby, c'est devenu le travail, le boulot avec un salaire pour beaucoup de monde. C'est un business model. Les gens se font de l'argent avec la publicité. Comme YouTube. Hein. Comme YouTube. D'ailleurs, ils cumulent souvent. Ils cumulent ce qu'ils font sur Twitch, ils l'enregistrent et plus tard, ils le mettent sur YouTube. Mais c'est devenu une activité économique. Donc je sais que j'ai beaucoup de mal quand j'explique à mes parents, par exemple, ils ne comprennent pas que ça puisse être une activité économique pour des gens, mais franchement, ça brasse beaucoup d'argent. Donc c'est quelque chose, je sais pas, j'ai pas le nombre d'utilisateurs en tête, mais c'est quelque chose d'énorme. Moi-même, j'aime bien aller sur Twitch, regarder des gens faire d'autres choses. Donc il y a ça. Et le deuxième point, c'est... Alors Fabien et moi, on est des joueurs de jeux vidéo, Grégoire un peu moins. On a pu assister à la sortie de plusieurs jeux vidéo qui sont sortis avec beaucoup de bugs, avec des problèmes. On y joue un peu, vous y jouez pour une journée, et vous arrêtez parce que ça marche pas bien. Ce qui va pas, c'est le scaling, en fait. C'est qu'ils ont développé le jeu, et les jeux sont maintenant en ligne, hein, sont quasiment tous en ligne, et quand ça marchait super bien sur un petit environnement, quand débarque des centaines de milliers de joueurs sur le jeu, ça ne marche plus. Pouvoir tester avec un pool de joueurs à grande échelle, c'est maintenant obligatoire. Je vois le développement de Star Citizen, par exemple. Heureusement qu'ils ont donné un accès anticipé à beaucoup de monde, parce qu'ils tombent sur un tas de problèmes, et s'ils n'avaient pas réglé ces problèmes maintenant, c'est un problème qu'ils auront quand ils sortent le jeu. Donc c'est obligatoire. Ouais. Pour moi, ça devient obligatoire, et c'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Blizzard, Ubisoft, etc. C'est comment faire tester le jeu à un certain nombre de joueurs, une grande quantité de joueurs, en accès anticipé avant de sortir le jeu. Oui, on a eu je dirais des affaires, le Unity Gate, que j'appellerais, hein, donc Assassin's Creed Unity par exemple, qui a été le premier gros scandale de jeu complètement sorti du four avant d'être fini, d'être cuit, et suite à ça, et évidemment Ubisoft a été, qui est le studio à l'origine d'Assassin's Creed Unity, s'en est pris un peu plein la face pour d'autres licences qui ont suivi aussi. Et après on a eu évidemment Rocksteady et Warner Bros Interactive avec Batman Arkham Knight, le dernier de la série, qui a subi sur sa version PC également un énorme problème de portage PC. Donc, et là encore une fois, comportant de nombreux bugs, et en fait il était même retiré de la plateforme Steam, donc la plateforme de téléchargement de jeux, est retiré des ventes parce que trop buggé. Donc aujourd'hui, pour répondre juste à ta question, Will, sur le nombre d'utilisateurs Twitch, on est environ à 100 millions, un peu plus de 100 millions d'utilisateurs mensuels. Donc c'est énorme en termes de halo et de popularité. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes revendiquent le fait que leur télévision
c'est Twitch et YouTube. Mais moi, c'est le Euh, cas. Je ne regarde pas la oui, télévision. c'est ça. Je C'est regarde ça. YouTube et Twitch. Donc alors là, bon, là, pour revenir un petit peu pour recentrer sur le sujet, puis aussi pour faire peut-être avoir l'avis de Greg là-dessus, sur l'intégration finalement si je résume un petit peu ce que tu nous as dit, Will, au départ, c'est juste de dire, si l'implication des utilisateurs finaux dès le départ, dès la conception, ça peut avoir un impact sur la qualité finale du produit, pourquoi pas? C'est une Je, bonne idée. je pense que c'est même pas ça peut. C'est que Oui, maintenant, les ça va. jeux, Ouais. je parle des AAA games, Ouais, ouais, ouais. c'est des budgets tellement énormes qui rassemblent des quantités de joueurs tellement énormes que si tu le fais pas, ça va être un fiasco. Et surtout les technologies aussi, les technologies dont on parle, c'est-à-dire que les jeux sont de plus en plus beaux, de plus en plus grands, avec des fonctionnalités de plus en plus étendues. Ouais. Si tu ne le testes pas maintenant, c'est très difficile de le tester complètement sans la coopération des joueurs. Je pense que c'est plus possible maintenant. Mais là, ouais, là, tu parles plus de l'effet bêta, de mettre des bêta ouverts, d'essayer de faire tester le jeu. Mais là, c'est plus là dans le concept, ouais, dans ce que propose Amazon Lumberyard. C'est pas spécialement que l'utilisateur va tester le jeu, c'est plus qu'il va assister finalement à la conception. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est aussi un problème. Je comprends ton intervention sur ça. Mais là, pour le sujet, c'est plus de dire, effectivement, tu intègres tout de suite l'utilisateur final dans ses remarques, finalement. Là, il va être plus sur la base de remarques par rapport à ce que fait le développeur en temps réel. Tu vois ce que je veux dire? Et ça aussi, mais je pense que ça va être un élément aussi qui va impacter la qualité finale du produit. Évidemment, il y a de ça, mais il y a. Est-ce que tu connais l'émission Bug Killer? C'est toujours sur Star Citizen. C'est des développeurs et ils vont sélectionner un bug qui est apparu et ils vont en stream, en live, essayer de régler le bug. Tu te rends compte qu'il y a de la coopération, c'est-à-dire qu'en fait les gens qui ont testé assistent en direct en fait le mec pour dire le bug c'est Ouais, pas seulement là, d'accord. pour définir le bug, pour etc. Excellent. Non, donc là, dans cet exemple-là, c'est exactement ça. Ouais. Effectivement, là, c'est ce que va permettre Amazon Lumberyard, avec son intégration avec Twitch, de pouvoir justement faciliter ces interactions-là. Greg, tu voulais... Oui, ce que je voulais dire, effectivement, j'ai pas votre expertise sur les jeux. Par contre, là où moi ça m'a parlé ce projet, c'est que au niveau de la communauté, moi j'ai assisté, enfin je peux vous garantir que le pouvoir d'une communauté est énormissime. Et que si tu es intégré, si tu es partie prenante de la communauté et que tu as ton mot à dire, tu es un utilisateur, mais tu peux mourir pour une cause. Je l'ai vu par exemple dans un site internet qui s'appelle, j'en ai vu plusieurs exemples, mais ça m'a vraiment marqué, un site qui s'appelle Beta Série, développé par Maxime Valette, qui a créé Vie de Merde. C'est un site qui permet de suivre où tu en es dans les séries que tu regardes. C'est un service qui n'existait pas, du coup lui il s'est dit tiens je vais le mettre en place pour moi, et puis finalement il l'a ouvert. Aujourd'hui j'ai pas les chiffres, c'est hallucinant le nombre d'utilisateurs de ce site. Et tu as une plateforme qui te permet de faire de donner des idées d'amélioration. Et quand, je l'ai fait, quand tu donnes une idée et que quelques jours plus tard, l'idée elle est développée et elle est mise en place pour tout le monde, mais moi derrière, je vous ai recruté. J'ai recruté William, Oui, j'ai recruté effectivement. Fabien. Non mais voilà, c'est incroyable. Et ça, c'est un tout petit truc. Après, il y a d'autres choses, mais le pouvoir de la communauté est très impressionnant. Le plus dur est toujours d'avoir le premier suiveur, le premier follower. Mais après, à partir de là, tu peux enclencher un effet boule de neige. C'est très très fort. Après, attention aussi aux frustrations. Aujourd'hui, avec le développement du site, pour toujours parler de bêta série, quand tu donnes une idée, elle met du temps, il faut que les gens votent, et puis voilà. Donc, du coup, t'es moins dedans. Attention aussi à la frustration de dire, si jamais si tu demandes l'avis de 10 personnes, tu auras 10 avis différents. Donc, il faut aussi faire attention à avoir les bons utilisateurs qui peuvent t'aider. J'ai quand même une chose à rajouter, c'est que de façon logique, si tu développes un jeu, que tu ne le présentes pas et que tu le mets sur le marché, s'il y a un problème avec le jeu, ça posera problème. Tandis que si les gens voient et s'impliquent en amont dans le développement du jeu, s'il y a quelque chose qui passe pas, tu as le retour un peu plus tôt, et surtout avant de le sortir, et donc tu peux le régler. Ça me paraît intéressant. Non, c'est clair, c'est clair. Donc, si on conclut sur ce sujet-là, c'est de dire vraiment que il va y avoir c'est une idée qui correspond vraiment à ce problème de qualité
que l'on peut voir sur certains produits, notamment sur certains jeux vidéo. Et donc, il va y avoir un impact direct sur l'amélioration de la qualité finale des produits, sachant que faudra aussi se poser la question de savoir si est-ce que ça va pas allonger finalement le temps aussi de développement. Donc voilà, ça sera la question à regarder, savoir comment finalement dans un triple A qui va peut-être sortir prochainement, savoir si ce procédé a été utilisé. Et puis voir un petit peu quel a été l'impact sur le temps de développement, parce qu'aujourd'hui le time to market, qui est l'indicateur majeur à suivre, si celui-ci a été impacté négativement. Dans ces cas-là, si c'est le cas, évidemment, ce procédé-là ne sera pas viable et les sociétés de développement ne le mettront pas en place parce que, évidemment, le time to market, c'est le principal. Il faut que le jeu sorte le plus rapidement possible. Donc, affaire à suivre en tout cas. Dernier sujet, Celui qui fâche. Sujet, c'est toujours un petit peu celui qui fâche s'il y a des gens qui ont suivi l'épisode 0. Et celui-ci en fait a fait beaucoup parler de lui sur la toile, aussi bien sur YouTube que dans de nombreux articles. C'est la sortie du film Batman vs Superman Dawn of Justice. Donc un film sorti le 25 mars 2016 aux US, après partout dans le monde. Grosse campagne publicitaire sur ce film. J'imagine que si vous êtes passé dans des aéroports, dans des gares... Si vous êtes sorti de chez vous, si tout vous êtes simplement. Sorti de chez vous, Ou même si vous êtes resté chez vous. Exactement. Partout. Aux toilettes, tout le temps, partout. Le battage. Alors aux toilettes, c'était pratique parce que finalement voilà, le film dure 2h31. Juste pour une petite introduction, Batman vs Superman, c'est un sujet en fait, et une histoire qui existe vraiment dans les DC Comics. C'est une storyline qui existe réellement. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ce film. Je vous préviens tout de suite, il va y avoir des spoilers dans nos remarques. Donc si vous n'avez pas vu le film, c'est le moment de s'arrêter et de... Merci, très bonne journée à vous. Exactement. À bientôt. Cela étant, maintenant, d'avoir ces spoilers-là, je vous dirais aussi, c'est pas grave, parce que vous n'allez pas manquer grand-chose finalement par rapport au film en lui-même. La première scène, on l'a vue déjà 3 fois. C'est la même scène de oui, Batman non, c'est vrai. Je me suis dit, Qui perd ses pourquoi parents. Oui, qui perd ses parents, est-ce qu'ils la remettent encore? Ouais, non, bon, alors c'est normal, c'est pour déjà rendre le film accessible. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce film a une intime relation avec le film sorti en 2013, Man of Steel, qui était donc la nouvelle version finalement du Superman, pardon. Donc c'est un film uniquement sur Superman, qui est pas mauvais dans son essence. J'ai trouvé assez intéressant. C'est pas le meilleur film de l'année sur Superman, mais c'était pas un mauvais film non plus. En tout cas, le plot, l'action était quand même relativement correcte. Cela étant, donc voilà, ce film-là s'inscrit juste après en fait. Il prend des éléments finalement de ce qui s'est passé dans Man of Steel. Et d'ailleurs, la première scène où on voit un combat entre finalement Superman et Zod, qui est l'ennemi juré de Superman, puisque pour ceux qui connaissent en tout cas, voilà, ça s'inscrit au départ dans cette scène-là. Et en fait, l'intrigue du départ se situe sur le fait que le combat qu'il y a eu entre Superman et Zod, finalement, a généré beaucoup de pertes humaines, puisque ils se sont battus dans la ville. Oui, je sais. Ça a détruit. Les gens l'avaient chiffré, c'était très impressionnant. Et donc, du coup, il positionne la vue de Batman par rapport à cela, c'est-à-dire que donc, Bruce Wayne qui regarde en fait le fait, voilà, Bruce Wayne qui est le protecteur de Gotham City, mais aussi le protecteur de la veuve et de l'orphelin finalement, et qui sont impactés par Superman. Et donc le film est intéressant dans plusieurs points. D'une part parce qu'il positionne, donc c'est un film qui est aussi qui positionne Superman comme étant avoir un demi-dieu ou même un dieu finalement vivant. Qu'est-ce que ça implique en termes d'éthique? C'est un peu traité dans le film, tu vois. Il se dit voilà, il est capable de tout, donc finalement qui peut l'arrêter et comment on peut gérer ses actions? Est-ce que finalement les pertes aux alentours pour sauver le monde, est-ce que c'est justifié? Donc voilà, il y a cette question-là qui est abordée. Voilà, maintenant il y a beaucoup de problèmes dans l'histoire. Donc je voulais avoir votre avis. Déjà, on l'a tous vu. Là, c'est le point. Oui, tu nous as forcé, hein. Oui, je vous ai forcé. William. Oui, non mais oui.
Et franchement, ça a été dur à terminer. Je vous ai fait perdre C'est 2h30 de votre vie. Moi, je l'ai vu au cinéma. Donc, vous l'avez pas vu au cinéma, Non. mais moi, on l'a vu, je l'ai vu au cinéma. Et je l'ai vu en 3D 4D. Je vous en parlais 2 minutes. Qu'est-ce que c'est que le 3D 4D? Donc, c'est le film, donc, évidemment en 3D, donc tu as besoin de lunettes pour le voir. Mais il est en 4D, ça veut dire que tu t'assois dans un siège très très particulier qui bouge. Ouais. Il y a de l'eau qui t'est projetée au visage quand tu as de l'eau, quand, par exemple, à un moment, il y a une scène où ils se battent un peu dans le bain aussi, non? ouais, Il y a une scène dans le bain. Une scène dans le bain. Tu as l'eau. Donc il y a des projections d'eau, il y a des projections, alors ils le font beaucoup, il y a des énormes ventilateurs. Donc à chaque fois qu'il y a le chopper, tu sais, l'hélicoptère qui arrive, tu as cet effet, tu es soumis à un jet d'air très très puissant. Bref, c'est une certaine immersion. Alors ça bouge énormément aussi, hein, le siège bouge quand même pas mal. T'as pas besoin d'une ceinture pour te protéger, mais quand même c'est quand même pas mal. Donc dans toutes les scènes, par exemple avec la Batmobile, à chaque fois qu'il heurte d'autres voitures, t'es bougé à droite et à gauche. T'as une certaine immersion qui est sympathique, mais bon, ça n'a pas empêché qu'en fait ça n'a pas changé non plus la qualité fondamentale du film. Hein, mais c'était assez intéressant d'avoir cette expérience-là dans ce film-là. Donc ça, c'était pour le petit aparté sur le 3D 4D. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Si vous aviez 3 critiques majeures ou 2 critiques majeures ou votre critique majeure sur le film, quelle serait cette critique-là? William? Alors, déjà, première, si t'annonces Batman versus Superman, en gros, partout dans les rues, pendant je sais pas combien de temps, il faut que t'aies plus que 5 minutes de combat entre Batman et Superman et qu'après, ils se font des bisous tout de suite après. On va commencer par là. Ensuite, le début est un peu long. Franchement, le début est un peu long. J'avais envie d'arrêter de le regarder. Pareil. Bon, après, des petits trucs marrants, mais le mec qui prend les empreintes digitales du mort et qui rentre dans le vaisseau en se faisant passer pour le mort. Donc Lex Luthor qui fait Ouais, ça. ouais. Et tout de suite après, avec les empreintes digitales de Zod, tu te rends compte qu'il est face à un robot qui est capable de l'analyser, etc. Comment est-ce qu'il a réussi à passer une intelligence extraordinaire qui se fait avoir par un mec qui coupe la peau des doigts et se la remet sur les siens. Ouais. Comment le robot se fait avoir C'est un peu comme si tu reconnaissais pas Superman alors qu'il avait des lunettes, quoi. Ouais, non mais C'est un peu la même chose. exactement, c'est exactement ça. Ouais, il y a de ça. Ouais. Mais je sais pas, peut-être qu'il y a un problème de casting aussi. Ah ouais, alors je vais le garder celui-là, s'il te plaît, parce que Bon, c'est. je vais garder ce point-là parce que. Je suis pas un Tu expert. penses à qui? Juste, William, tu pensais à qui sur le casting? Tout le monde ou... Batman déjà. Ah, Alfred. d'accord, ok. Ouais, Bon, ouais. celui-là, on le laisse à Fabien. Ouais, Fred, tu me on laisses- le laisse tu à me- Fabien. s'il te Ok. plaît. D'accord, bon, Non. Lex Luthor, pourquoi? Ça aurait pu être original, mais je sais pas. Finalement, je pense que ça rendait pas si bien que ça. Ouais, c'est. Alors, je vais jumper tout de suite Vas-y. sur ce. C'est tellement une belle transition pour. Ouais, moi, bon, de l'histoire qui est complètement hachée, avec un début très long. Alors, le début très long, moi, je suis pas contre. Parce que je déteste les Avengers où ça pète dès le départ, où c'est que du combat pour du combat. Tu vois, Ouais. il y a un juste milieu à trouver. Mais Donc, moi, regarde- ça me dérange pas parce que regarde Batman au début, qui fait son sentimental un peu, qui arrive. T'as le justicier qui a tout vu dans sa vie et qui est encore choqué après je sais pas combien d'années d'atrocités et qui est encore choqué après une petite fille dans ses bras. Ouais. J'aimerais que ça change un peu. Je sais pas. Ouais, non, je suis d'accord. Bon, Oui, mais ok. c'est un homme à la base. C'est un homme avant C'est tout. ça aussi, c'est un homme avant tout. Mais bon, moi je suis un grand fan de la série des Nolan, donc évidemment, et même s'il y a eu une perte un petit peu de qualité entre le 1, 2 et 3, ce fameux, le premier Batman, Batman Begins, qui est pour moi un chef-d'œuvre. C'est quand même énorme parce qu'on doit être deux, au monde à kiffer plus le 1 que le 2. Ouais, mais bien sûr, mais le 1, il est formidable. Le 1 est exceptionnel. Moi, je l'ai rematé d'ailleurs dans l'avion. Il était disponible dans les classics. Je l'ai rematé cash. Je trouve que ce film est exceptionnel. Et surtout, évidemment, Christian Bale, qui est parfait dans le rôle de Bruce Wayne et Batman. Parce qu'il a ce côté dark, un petit peu dark, voilà, il est tourmenté, il a ce côté, il est vraiment tourmenté, c'est vrai dans le 1, voilà, il faut qu'il se trouve sa personnalité, etc. Je trouve que c'est très bien amené dans ce film, et évidemment, de toute façon, c'est Nolan qui l'a réalisé, donc il n'y a rien à dire, mais Ben Affleck,
Ouais, je Déjà, crois que ça va pas. je ne peux pas, voilà, déjà, je ne peux pas blairer ce gars, déjà. En plus, Ben Affleck a été utilisé, il a déjà été utilisé sur Daredevil, tu vois. Vous vous souvenez? Ouais, bah, bien Donc sûr, bien voilà, sûr. bon. Et au-delà de ça, bon, il a vieilli, etc. Je trouve que son jeu s'est un petit peu amélioré. Mais moi, j'ai pas d'a priori sur lui. J'ai aucun a priori sur lui, et pourtant, Mais ça allait pas. il colle pas au personnage. Je ne le kiffe pas du tout. Alors son côté son côté badass, parce que là ils ont créé un Batman qui Ouais. tue qui met une espèce de, tu sais, une marque pour dire c'est la marque de la mort. Quand tu as une marque de la chauve-souris, ça veut dire que tu vas mourir dans les 3 jours qui vont suivre. C'est pas du tout le Batman. Batman ne tue pas. Batman capture les gens. Il les tue absolument pas. Donc là, c'est un super badass. Bref, il y a eu une démystification complètement du chevalier masqué, chevalier noir. Je trouve complètement inacceptable. Moi, je n'aime pas du tout ce Batman-là, premièrement. Deuxièmement, parlons d'Alfred, qui pour moi a été qui a été terrible, une insulte suprême. Pourquoi? Parce que déjà, Jeremy Irons, qui est un acteur que j'adore, mais qui est un acteur qui est vraiment intimement lié à des evil, des personnages méchants déjà, premièrement. Donc Alfred, c'est pas un personnage méchant, absolument pas. En plus, ils ont fusionné le personnage de Alfred avec le personnage de Lucius. Ouais, ça c'est fou ça. Et ça, c'est dingue. Parce que bon, pour ceux qui connaissent pas les séries Batman, et vous pouvez regarder la trilogie de Nolan pour Premier Contact, qui est exceptionnel. Mais donc Lucius, qui est joué par Morgan Freeman, qui est un formidable acteur là sur ce coup-là. Lucius est plus spécialisé dans voilà, la construction de tout ce qui est gadgets. Des gadgets, exactement. C'est Q. Merci. C'est Q pour 007 pour James Bond. C'est le gars qui arrive, qui construit le costume, qui construit la Batmobile, qui construit tout ça. Et là c'est les deux. Là, c'est n'importe quoi. Donc voilà, je te donne un peu de kryptonite, fais-moi tous les gadgets possibles. C'est n'importe quoi. Et je trouve le personnage d'Alfred complètement différent. En fait, c'est un autre personnage qui n'existe pas dans la série des Batman. Et en plus de ça, casté par Jeremy Irons, c'est la cerise sur le gâteau. J'ai trouvé ça juste une insulte suprême. Donc inadmissible. Et je laisserai Lex Luthor pour notre ami Greg qui va en parler. Mais même Laurence Fishburne. Alors, pourquoi ils ont utilisé Laurence Fishburne, donc, qui est Morpheus dans Matrix, pour ceux qui ne le situent pas. Il joue le rôle de Perry White, qui est donc le rédacteur en chef du Daily Planet. Alors, pourquoi ils l'ont utilisé? Parce que j'avais complètement oublié, mais il est en fait dans le Man of Steel. Dans Man of Steel, c'est aussi Perry White. Ok, mais j'ai fait un blackout. Oui, non, d'accord. Je trouve que c'est pas du tout le Perry White que tu as en tête pour ceux qui ont suivi Lois and Clark, par exemple. Tu sais, voilà, c'est pas du tout le profil. Et même pour ceux qui ont suivi aussi les animés, et ceux qui ont lu les bouquins également. Voilà, je trouve qu'il y a un mismatch. J'aime pas du tout. C'est surjoué. Je trouve pas le rôle de Laurence Fishburne très très pertinent là. Donc ça c'était ma critique. Et puis morcelé, je finirai par ça, qui n'est pas forcément dû au film lui-même. Il faut savoir qu'en fait le film était plus long que ça. Ils ont fait beaucoup de coupures. Je dirais les 30 premières minutes du film, j'étais pas tout seul quand je l'ai vu. Et la personne qui l'avait avec moi m'a dit j'ai rien compris aux 30 premières minutes du film. Il rêve, il se retrouve dans le désert à combattre Batman. Batman a une armée personnelle. Ah oui, non mais ça aussi, moi j'ai pas compris les masses. Je vais laisser Greg parler et ensuite on regardera si on a un peu de temps. Il y a une vidéo très intéressante qui explique tout ça. Mais il faut une explication et c'est les premières minutes du film. C'est pour ça que les gars, même moi, je me suis dit ça me saoule, je me casse. Il a quelqu'un qui arrive du futur pour lui dire un truc. Absolument. Et c'est Flash Gordon, pour ceux qui savent pas. C'est Flash. De ça, mais ça part. À moins qu'il y ait un film qui suit, qui reprend exactement cette scène-là et on comprendra pourquoi ils l'ont mise. Sinon, elle ne servait à rien. Justement, William, par rapport à ça, je trouve que pour moi le plus gros défaut du film, et Dieu sait qu'il y en a, c'est l'univers Justice League. C'est mis en place, mais d'une manière tellement brutale.
le Justice League, donc qui regroupera les héros de l'univers DC, Batman, Superman et Flash, Wonder Woman, etc., Aquaman, a été annoncé, doit sortir, je crois, j'ai plus la date en tête, il me semble qu'il sort en 2017, et du coup, ils ont dû balancer, mais tout en un film. Man of Steel, c'était Superman, rien d'autre. Là, tu vois, William, toi, t'étais choqué par Batman, mais tu vois, ils ont balancé Batman, ils ont balancé Wonder Woman, il sort en 2017. Ils ont balancé Wonder Woman, ils ont balancé Flash, Aquaman, tous ceux qu'on voit à la fin, tout ça, c'est pour annoncer Justice League. Là où Marvel avait quand même pris son temps pour faire des stand-alone movies. Sur Captain America. Captain America. Iron Man. Hulk. Et il y en a même qui ont eu plusieurs films avant que Avengers sorte. Bien sûr. Iron Man, je me demande si le 3 n'est pas sorti avant Avengers, je suis pas sûr. Thor, il y a pareil. Ouais. Et du coup, alors après, en sortir un par an pour au final sortir Avengers, mais bon, c'est quand même, pour moi, niveau narratif, c'est quand même très très compliqué de suivre ce film, et ils ont vraiment fait ça à la va-vite, ce qui fait que tu n'as aucune cohérence, et ça c'est terrible. Pour parler du casting, pour moi, l'erreur de casting principale, c'est Jesse Eisenberg pour Lex Luthor. C'est un acteur que j'aime bien. Quand je l'ai vu au début, je me suis dit, c'est marrant, c'est un bon angle, c'est pas mal. Le souci, c'est que sur la longue, pour moi, il surjoue. Et j'ai eu l'impression, en y réfléchissant un peu plus tard, d'avoir eu une pâle copie du Joker. Complètement délirant. Et il y a même la même coiffure. Tu vois, et du coup, j'aime bien Jesse Eisenberg, mais là, j'ai rigolé. Il y a des trucs marrants quand ils sont à l'inauguration, il y a les deux qui sont là. C'est pas mal, c'est drôle. Mais au final, et jusqu'à la fin, voilà, je trouve que c'est trop surjoué. Et puis, encore sur le casting, ou en tout cas sur la narration, autant Batman, j'ai pas trop de problème avec lui. Il est un peu badass, voilà, de toute façon c'est compliqué de changer d'acteur, et Christian Bale il peut pas faire ça non plus toute sa vie, mais alors par contre Bruce Wayne, mais j'ai jamais vu un Bruce Wayne aussi bête de toute l'histoire des films, quoi. Le mec ne sait rien, ne comprend rien, est un nul, et du coup tu vois bien que c'est Ben Affleck. Quand c'est Batman, au moins il a son masque, mais là tu vois vraiment que c'est Ben Affleck, et Bruce Wayne, c'est vraiment une injure, je trouve, à Bruce Wayne. Dernière chose, après je vous laisse la parole, on est très long, on va essayer de conclure. Je veux juste terminer sur ça en disant que on a aussi un souci, c'est que la partie Marvel Avengers, on ne les connaît pas. On ne les connaît pas beaucoup. Avant que les films sortent, tu ne connaissais pas Iron Man, ou très peu, sauf si tu étais un lecteur. Je parle du grand public, de la culture populaire. On connaît très peu, alors un peu Hulk, mais Captain America, voilà, c'était pas du tout connu. Alors que Superman et Batman, c'est quand même très très compliqué de faire quelque chose qui plaise à tous, parce que ça fait partie de notre vécu, ce sont des pop, des icônes modernes, et on est même sur de la mythologie. Je trouve qu'on est sur de la mythologie, et du coup c'est aussi compliqué, il faut pas oublier ça. Mais bon, il y a quand même des mauvais choix, et n'allez pas voir ce film. Passez du temps à regarder d'autres choses, d'autres Batman, ou même d'autres Superman, mais la trilogie Nolan par exemple. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ça, même si il lui manque son slip, mais il lui manquait déjà dans Man of Steel. Je peux pas terminer sans parler du slip. Moi ça m'a choqué dans Man of Steel. Il a pas de slip, et voilà, mais c'est pas Superman. C'est pas Superman, il a pas de slip. Donc, en tout cas, au-dessus du costume, peut-être en dessous, mais au-dessus du costume, il a pas de slip. Et ça, c'est la plus grosse erreur. Mais je crois que pour conclure, je crois que moi, une des choses qui passe pas, c'est que les Batman précédents étaient tellement que Batman contre Superman, ça reste un Batman aussi, et qu'il y a une chute extraordinaire. Ça fait mal de regarder ça. En tout cas, on n'aura pas assez, on pourrait faire un autre épisode complet sur les défauts de ce film. Toujours est-il que bien ça marque un petit peu la fin de ce premier épisode. Oui. Donc ça a été un réel plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez aimé déjà le contenu, les sujets, le rythme également. Et puis on vous retrouvera vraisemblablement le mois prochain pour un autre épisode. Cette fois-ci où on sera réellement dans les 3 localisations à nouveau. Et n'hésitez pas à non seulement nous suivre sur notre page Facebook, sur notre compte Twitter où vous pourrez voir les nouveaux épisodes sortir, également laisser un commentaire,
un j'aime si ça vous a plu. Ça nous fait toujours plaisir de récolter vos avis. Et puis sur ce, on vous souhaite une très bonne continuation. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci beaucoup à vous. Ciao.